Où j'en étais? Oui, ça y est. Ça tourne? Ouais, ouais. Personnellement, moi, quand j'étais gamin, et même encore maintenant, j'allais pas voir un film comme ça au hasard. J'allais pas voir Hiroshima, mon amour. J'allais voir un film de genre. C'était même sous-entendu d'avance. Bah, je suis un être complexe et multiforme. Enfin, mon nom, c'est Jean-Pierre Puters. J'ai créé Mad Movies, entre autres. Mais j'ai fait pas mal d'autres choses, des livres. J'ai créé la librairie Movies 2000 qu'on a racheté il y a pas longtemps, justement, parce que je l'avais vendue en l'an 2000. Comme on m'avait dit que ça allait être la catastrophe en l'an 2000, je me suis dit c'est pas la peine que je me charge d'une librairie, donc pour couler, j'en ai pas besoin. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait pas la fin du monde n'était pas en rendez-vous, j'ai dit bon bah je la rachète. Voilà. Qui je suis, c'est très dur de dire qui on est. Ce sont les autres qui vous voient et on se reconnaît dans le regard des autres, je pense. Ben, c'est un cinéma qui me plaisait dans la mesure où quand j'étais fort jeune, j'habitais Montparnasse et j'avais une vie qui n'était pas passionnante, j'avais pas de parents, j'avais pas de frères, j'avais pas trop d'amis. Et donc le cinéma pour moi c'était l'évasion, si bien que j'en étais arrivé à me dire que la vie réelle était dans les salles obscures et ma vie n'était qu'une vie finalement fictive que je pouvais quitter pour revenir à la véritable vie dans mon univers cinématographique. Ça a été très très important pour moi le cinéma. D'accord. Mad Movies, c'est arrivé en quelle année? C'est arrivé en 1972. C'est un petit peu l'époque, après mai 68, où on commençait à s'apercevoir que on pouvait délivrer sa pensée comme ça, écrire un truc le matin, le tirer l'après-midi, le distribuer le lendemain. La parole prenait le pouvoir, l'imagination prenait le pouvoir, etc. Et avec moi, il y avait plein de fanzines, de bandes dessinées, de contre-culture, de poésie. De fantastique, de littérature fantastique, et pour moi c'était le cinéma fantastique. Mais je veux dire, ça fait partie d'un flot d'autres magazines ou fanzines de l'époque qui revendiquaient une certaine liberté, un certain genre, un certain refus de l'institutionnalisation. Et je me souviens de titres comme Falatov qui traitait de bande dessinée, Nyarlathotep qui parlait de littérature fantastique, Citron hallucinogène qui était un support de contre-culture. Je me rappelais de Gilly Gilly qui était un truc, les gars en voulaient pour William Reich, c'est-à-dire jouir en toute liberté, etc. Enfin plein de trucs comme ça. Il y avait même le clampin libéré, le tréponème bleu pâle, le citron hallucinogène, la presse pirate. C'était autant de titres qui revendiquaient une certaine liberté. Et moi, avec Mad Movies, je comblais un espèce de vide qui existait à l'époque, à savoir que le cinéma fantastique était assez méprisé. Il était très difficile d'obtenir des renseignements sur aussi bien les nouveaux films que les anciens films qui n'étaient pas distribués, enfin pas beaucoup, distribués en salle. Et donc c'était un besoin d'informer. Et puis la création de Mad Movies, ça correspondait aussi à une espèce de carte de visite que j'avais envoyée à énormément de personnes, dans la mesure où j'étais seul, j'étais assez solitaire. Encore une fois, j'avais ni parents, ni frères, ni cousins, ni quoi que ce soit. Et donc, c'était une manière de me rattacher à un groupe, en quelque sorte, dans la mesure où, dès les premiers numéros, des amis que je connais encore aujourd'hui m'ont écrit, ont publié quelques critiques dans mon fanzine, parce que pendant les 3-4 premiers numéros, j'étais à peu près seul à écrire. Et puis petit à petit, je me suis bâti une équipe autour de moi, de gens qui m'ont écrit comme ça. Ça n'a jamais été des professionnels qui collaboraient à Mad Movies, ça a toujours été des amis qui me disaient ah oui, on peut t'aider, j'aime bien ce que tu fais, voilà, et qui sont devenus à la fois des amis et des collaborateurs de Mad Movies. Des passionnés? Ah bah des passionnés de toute façon, dans la mesure où un chiatique qui sortirait d'une école de cinéma ou de littérature ou de presse ou de journalisme ne nous intéresserait pas. Ce qu'on voulait, c'était des gens comme nous. Et je veux dire, à ce niveau, je me considère pas comme je me suis jamais considéré
ni comme un journaliste, ni comme un critique, mais comme un spectateur de film qui faisait partager ses envies, ses émotions, ses ressentiments au plus de gens possible, quoi. Voilà. Donc c'était une espèce d'interactivité avec les lecteurs et sans démagogie, parce que il y a par exemple des éditeurs, des directeurs de publication qui publient des titres, mais qui ne sont pas passionnés forcément, c'est purement professionnel, alors que nous, on était professionnels parce qu'on s'intéressait en tant qu'amateur à ce qu'on faisait, amateur au sens étymologique de celui qui aime avant tout. Je crois que chez nous, il y a eu des gens, des plumes, ce qu'on pourrait appeler, qui ont collaboré au genre, qui ont aimé le genre, qui ont fait connaître le genre. Il y a eu des gens comme Jean Boulet dans les années, alors là, 50, hein, c'était bien avant nous. Il y a eu des gens comme Jean-Claude Romer, comme Michel Camp, en créant Midi Minuit Fantastique, qui nous ont appris plein de choses et qui nous ont donné envie de reprendre le flambeau, en quelque sorte. Et puis, il y a eu des gens de ma génération, alors qui sont Jean-Pierre Dionnet, effectivement, Jean-Pierre Bouxiou, Jean-Pierre Donnet, Jean-Pierre Puters, etc. Et puis Alain Schlekoff, bien sûr, avec L'Écran Fantastique. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Michel Laclos, un petit peu avant, qui a fait un bouquin très important sur le cinéma fantastique en 1958, à une époque où, alors là, il n'y avait absolument rien sur le genre. Il y a eu le spécial Cinéma 57 aussi, il y a eu quelques îlots comme ça, et tout ça, c'est des gens qui nous ont déjà donné la connaissance, et on a repris le flambeau. En fait, je suis en train de parler, et en parlant, je suis en train de me dire que c'est assez liturgique, cette affaire-là, c'est-à-dire que c'est une parole qu'on sème un petit peu comme ça, et on rassemble des disciples, et les disciples, à leur tour, répandent la bonne parole. C'est amusant, c'est la première fois. C'est la première fois depuis que j'ai commencé Mad Movies que j'ai cette réflexion-là. Les morpions, alors, c'est au Brady. La petite bête, chercher la petite bête au cinéma, c'est au Brady qu'on la trouvait, parce qu'il y avait des morpions sur les. Sur les... Quand on disait j'ai attrapé des morpions, c'était soit sur les toilettes publiques, soit dans les chiottes du Brady, soit sur les fauteuils du Brady. C'est un cinéma ici à Paris? Ah, ben, tu connais pas le Brady, mais le Brady, ça a été le grand cinéma populaire qui, depuis les années 50, avait un double programme fantastique. C'était un cinéma qui était très peu cher, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de clochards, de gens qui venaient pas forcément pour voir le film, et notamment il y avait un trafic assez, comment dirais-je, frénétique, qui s'organisait dans les toilettes du Brady. D'ailleurs, à Mad Movies, quand on avait perdu quelque chose, on disait couramment qu'on les retrouverait dans les chiottes du Brady. Et ces toilettes du Brady, elles avaient la particularité d'être exactement devant l'écran, c'est-à-dire l'écran était à droite, et il y avait un petit escalier qui montait sur les toilettes du Brady. Et donc, quand on ouvrait ou fermait la porte, on voyait un petit îlot de lumière. Et souvent, les gens rentraient par deux, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ils ressortaient par deux en même temps. Enfin, voilà, c'était la réputation du Brady à l'époque. Bah, ça dépend si c'est le piratage pour moi, si c'est le piratage professionnel, si c'est le piratage amateur des autres. Pour ce qui concerne la librairie, jamais au grand jamais, je n'ai vendu ou proposé ou loué quoi que ce soit des copies piratées. C'est jamais arrivé, pas une fois. Même d'ailleurs, de temps en temps, on me demandait des copies de films que j'avais et qui étaient assez rares. Et j'étais obligé de refuser. Je disais non, même par amitié, je ne veux pas qu'il y ait un malentendu, qu'on nous soupçonne de vendre des copies. Je ne fais aucune copie. Donc voilà, ça c'est ma position pour le côté professionnel. Quant à ce qui me concerne en particulier, il m'arrive, et notamment pour les besoins du Fantastic Guide que je signe chaque mois dans Mad Movies, il m'arrive de télécharger un film, de le regarder, ou tout du moins de picorer, parce que j'ai pas toujours 1h30 de libre, d'autant plus qu'il y en a beaucoup des films à traiter. Ou alors c'est pour me rafraîchir la mémoire parce que je les ai déjà vus autrefois. Enfin, toujours est-il qu'il m'arrive de les télécharger pour une raison professionnelle. Donc dans ces cas-là, il m'arrive de le faire, ou pour le plaisir de temps en temps, je dois avouer.
Quant aux autres, bah, c'est chacun avec leur conscience, hein. Il est certain qu'il y a un produit culturel, il y a un travail d'effectuer et on le contourne en téléchargeant. Moi, je veux pas me faire le père la morale, je pense que c'est un problème qui me dépasse et voilà, j'en réponds pour ce qui m'en concerne, mais j'ai pas d'avis général de législation en tête, que chacun se débrouille, je sais pas. Oui, bien sûr, j'ai connu Jean Rollin, je l'ai interviewé plusieurs fois. J'étais en festival avec lui à Sitges notamment. Je l'ai croisé pas mal de fois. À un moment, d'ailleurs, il se séparait de sa collection de livres de science-fiction. Je lui en ai racheté une petite partie. Et puis, c'est un gars très, très sympathique, très cultivé. Enfin, mais hélas, il vient de nous quitter à telle enseigne qu'il venait signer ses bouquins et ses DVD et des photos ici à la librairie Movies 2000. Et à peine un mois ou 2 mois plus tard, on avait appris sa disparition, hélas. C'est quelqu'un qui nous manquera au niveau de l'imagination, au niveau de l'affectivité. C'était une référence quand même. Ses premiers films datent de 68, Le frisson du vampire, Le viol du vampire, etc. Enfin bon, c'est bien malheureux. Pour autant, je n'aimais pas la majorité de sa filmographie. Mais enfin, c'était un libertaire, c'était une personne que j'appréciais beaucoup pour autant, pour son courage, sa particularité, son talent. Oui, je l'aimais bien. Jésus Franco, c'est une insulte ou... Non, c'est un de mes dieux aussi. Oui, ah bon, Oui, d'accord. pourquoi c'est quelqu'un que vous aimez pas? Si, il y a deux Jésus Franco. Il y a le Jésus Franco imaginatif qui est prêt à... pour de la belle image, qui est prêt à de la gratuité, de la folie, de la poésie, toutes sortes de choses. Et puis il y a le Jésus Franco purement commercial, qui répète les mêmes scènes à longueur de film, qui a un sens de l'érotisme. Alors, ceci dit, je serais assez... comment dirais-je, assez modeste dans la mesure où l'érotisme, c'est comme l'humour, on a chacun le sien, on n'est pas attiré par les mêmes choses, mais disons que l'érotisme de Jésus Franco me paraît assez premier degré, assez, enfin, ça manque un peu de poésie, quoi. C'est quand même très postérieur, très, très premier degré, je sais pas, j'ai un petit peu plus de raffinement. Mais encore une fois, là, il faut être modeste, il n'y a qu'à voir au niveau de l'humour, comment on apprécie un humoriste et comment on n'en apprécie pas un autre. Et les deux ont raison parce que ça correspond à leur sens de l'humour, qu'il soit au premier degré, au second degré, qu'il soit caustique, qu'il soit, je sais pas, parodique, qu'il soit plouf-plouf, tralala, poète-poète, comme Bigard ou des gens, ou Lagaffe ou des gens comme ça. Donc moi je crois qu'il faut être très modeste, ouais. A son idée de l'érotisme, quoi. Donc voilà. Et la personne en elle-même? Mais je le crois assez sincère, mais c'est quand même un marchand de tapis. C'est quand même un gars qui, avec 2 films, en fait 3, gruge un producteur enfin, c'est un malin, quoi. Je crois que lui-même ne sait pas où commence sa sincérité, où arrête sa duplicité. Je crois que c'est un gars qui essaye de survivre, c'est sûrement pas facile dans ce domaine-là. La preuve, ils sont pas nombreux à faire ce genre de cinéma comme le faisait Jean Rollin, comme le faisait il y avait Francis Leroy à un moment qui a fait des films quand même assez entre les... Bon, Emmanuel IV, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais des trucs comme le Démon dans l'île ou des choses comme ça. Et son sens de l'érotisme, alors pour autant, correspondait davantage à ce que je ressens. Qu'est-ce que je leur dirais? Continuez. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est très bien, ça me fait rêver. Personnellement, j'y ai jamais été, donc je peux vous en parler savamment. Je suppose qu'il y a du soleil, il y a des nanas, il y a des films fantastiques, c'est merveilleux. Nous, on a ça, mais je veux dire, on n'a pas trop le soleil. Excellent. Excellent. Bon, je vais remettre dans le G4. Hop. Voilà. Bonjour. Bonjour.
Merci pour les...